L'inconvénient de passer à ce moment-là de la journée, c'est que j'ai déjà été pas mal spoilé et qu'il y a déjà eu quelques éléments de réponse à ma question principale, le circulaire irait-il vert? Mais je vais quand même essayer de ne pas faire que de la redite et en montrant comment la CV permet de répondre à cette question. Alors là où je suis étonné de ne pas avoir été spoilé, c'est de ne pas avoir encore vu cette représentation-là, par contre. Euh, donc, c'est la représentation de l'ADEME des 7 piliers de l'économie circulaire, où on voit, et je reviendrai dessus après, qu'il n'y a pas effectivement que le recyclage, même si c'est beaucoup de ça dont on parle aujourd'hui, et beaucoup de ça dont moi je vais continuer à parler, mais qu'il y a d'autres éléments aussi dans l'économie circulaire, et j'essaierai d'en parler un peu. Alors, la question, c'est ce cercle, est-ce qu'il est toujours bien vertueux? Généralement, quand on se lance dans une démarche d'économie circulaire, c'est qu'on pense qu'on va réussir à économiser de la ressource. C'est un peu l'intérêt du truc. Et on a souvent l'impression, vraie ou fausse, que ça va aussi plutôt être pas mal au niveau du bilan carbone. Bon, il faut déjà vérifier que c'est vrai. Et comme on l'a déjà dit, il y a même de toute manière d'autres indicateurs environnementaux qui sont pertinents et qu'il faut examiner aussi. Alors, 2 exemples, si on est sur une stratégie de recyclage matière. Alors évidemment, le but de ça, c'est d'éviter une nouvelle extraction ou une nouvelle étape de synthèse ou de la purification. Par contre, on va provoquer des effets, des choses adverses. On va provoquer des opérations de collecte de la matière recyclée. On va provoquer une purification de ce recycle-là. On va générer donc une matière secondaire, un certain nombre de choses. Et la question, c'est où est l'équilibre? Est-ce que ce qu'on génère comme impact contrebalance ou pas ce qu'on a évité? Deuxième exemple, si on a un produit éco-conçu à durée de vie augmentée, alors là, effectivement, ça a été un peu spoilé tout à l'heure, on va voir. On va éviter ou retarder une seconde production ou un second achat, mais on va provoquer des choses aussi, des impacts adverses dus aux matériaux alternatifs qu'on va utiliser, dus à une question sur l'usage réel, parce que, ok, on fait un nouveau produit éco-conçu, mais les gens, ils sont habitués à l'ancien produit, donc est-ce qu'ils vont pas juste l'utiliser pareil alors qu'ils pourraient le faire mieux? Donc il y a aussi un problème d'éducation. Et même si le message est passé, on en a parlé, on peut provoquer un effet rebond ici aussi. Donc tout ça, il faut essayer de le quantifier. Et on peut se demander si la circularité est bien neutre. Alors là, on a la représentation papillon, le mot a déjà été donné de la Fondation Ellen MacArthur sur l'économie circulaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque boucle, ici, est bien constituée d'un certain nombre de process, et chaque boucle a ses impacts, y compris les boucles de recyclage. Donc, la question première, vu qu'on est dans une logique d'économie circulaire, c'est déjà, est-ce que les ressources consommées par la boucle ne sont pas plus importantes intrinsèquement que les ressources consommées dans la boucle? Si j'ai bien pensé ma démarche circulaire, il y a quand même des bonnes chances que là-dessus, je sois gagnant à peu près à tous les coups. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce bénéfice sur les ressources par rapport aux autres effets induits sur d'autres indicateurs environnementaux? Et ben, c'est là qu'il n'y a que la CV qui peut nous permettre de répondre, d'évaluer la pertinence de la démarche circulaire pour quantifier et améliorer la performance de cette démarche. Donc des exemples sur le recyclage des plastiques. Alors j'ai mis recyclage avec un S parce que y a plusieurs types de recyclage des plastiques. Alors quelqu'un ce matin était étonné de ne pas entendre utiliser les mots décyclage ou surcyclage. J'ai pas non plus envie, moi, de parler d'upcycling ou de surcyclage. Pourquoi? Parce que par un tour de passe-passe sémantique, on peut s'expliquer en fait. Ce terme a été complètement dévoyé et désigne maintenant quasiment exclusivement le recyclage chimique. Parce qu'il y a un a priori de si c'est up, c'est bon. Et si c'est bon, c'est que ça produit de la valeur ajoutée. Mais ça oublie complètement d'autres choses. Alors que le terme upcycling a été inventé pour complètement autre chose au début. Il a été inventé pour décrire des systèmes où on allait avoir le moins de déconstruction possible de la matière pour retrouver un objet avec une certaine valeur. Donc plutôt que de parler de décyclage ou de surcyclage, je préfère parler de recyclage en boucle courte ou en boucle longue. Et finalement, on a grosso modo 4 boucles qui sont possibles.
les boucles courtes qui vont capter soit du post-industriel, soit du post-consumer pour retourner à la plasturgie, et les boucles longues qui vont récupérer aux mêmes endroits, mais pour retourner chez les chimistes. Alors évidemment, c'est un peu simpliste comme phrase, mais c'est à peu près vrai. Le nombre d'opérations augmente quand on rallonge la boucle, et si le nombre d'opérations augmente, on va augmenter les impacts. Alors, on peut avoir un cas de recyclage boucle longue qui va être moins impactant qu'un recyclage boucle courte, ça peut arriver, mais grosso modo, on va être à peu près par là. Donc voilà, les impacts de la boucle vont augmenter. Alors, quelle que soit la boucle qu'on va utiliser, on va avoir besoin pour faire l'analyse de cycle de vie, de faire l'inventaire de cycle de vie du recyclage. Pour ça, on va avoir besoin de récupérer des données. Angélique a expliqué que c'était la collecte de données, l'étape la plus longue dans une ACV. Pour le recyclage, il me faut des données sur la collecte, il me faut des données sur le tri, il me faut des infos sur le traitement, des données sur les déchets ultimes générés par le traitement, parce qu'il y en aura quand même toujours, et des données sur la mise à disposition de la matière secondaire pour entrer dans un autre process derrière. Une fois que j'ai récolté toutes ces données, je peux faire mon modèle et je peux calculer avec mon logiciel les impacts environnementaux associés à mon processus de recyclage. Comme ça a déjà été dit aussi brièvement tout à l'heure, c'est pas le tout, il faut aussi décider à qui profite le crime. J'ai d'un côté le cycle de vie de mon objet recyclable, avec des inputs, des outputs. D'un autre côté, le cycle de vie d'un objet à base de matière recyclée avec des inputs et des outputs. Au milieu, j'ai mon processus de recyclage. Si à la fois celui qui met sur le marché un produit qui va être recyclé et celui qui utilise de la matière secondaire pour faire son produit réclame entièrement l'intégralité du bénéfice éventuel qu'on observerait en modélisant le processus de recyclage, on a un problème de double comptage. Donc, il faut savoir à qui on va donner les charges, à qui on va donner les crédits liés à ce processus de recyclage et définir une clé de répartition. Ça peut être tout pour l'un, tout pour l'autre, un partage. En tout cas, il y a une règle à définir et ça doit être clairement spécifié. Dans les guidances, dans les normes type PEF, il y a des clés de répartition qui sont prédéfinies pour telle ou telle catégorie de produits. Donc, on n'a pas à se poser la question. Après, il faut arriver à traduire la formule. C'est encore une autre paire de manches, mais en tout cas, c'est prédéfini et on peut le faire. Alors, exemple d'ACV sur un recyclage en boucle courte. Donc ici, je vais parler brièvement d'un projet dans lequel on est impliqué en ce moment, un projet Interreg qui s'appelle Transform CI. Et ici, on a une des choses qu'on fait dedans, c'est recyclage de plastique à usage unique. Et ici, c'est des films polyoléphanes. On parlait des paquets de chips tout à l'heure. S'il y en a un peu dedans, c'est pas grave. Si on a beaucoup, ça marche plus très bien. On les recycle en plaques de parlant de façade par un procédé d'extrusion moulage. Donc, on voit le déchet qu'on utilise, on voit le procédé et on voit la pièce moulée et la pièce dans son application. Donc, c'est nos camarades de Safe Plastics aux Pays-Bas qui font ça. Et nous, on est chargé d'étudier en analyse de cycle de vie ce que ça donne. Alors, comment on fait pour évaluer ici les impacts du recyclage ? On a évidemment besoin de considérer toute la chaîne de traitement qu'on fait. Donc, on récupère le déchet, on le trie. Ici, on ne le trie pas beaucoup. Enfin, c'est trié en amont quand même dans le centre de tri, puisqu'on récupère que la balle de film. Il y a le procédé d'extrusion-moulage, on fait un panneau et il y a l'utilisation du panneau. Mais on ne peut pas tenir compte que de ça dans l'étude. On est obligé de regarder aussi quel panneau on substitue. Mon application, elle vient se substituer à un autre panneau. Et donc, en utilisant ce panneau, j'en évite un autre. Lequel, comment? Et puis aussi, mon déchet, si j'en avais pas fait ça, il aurait fini à l'incinérateur, il aurait permis de récupérer de l'énergie. Donc, j'évite le bénéfice de cette énergie récupérée. Donc, il faut que j'intègre ça dans mon évaluation. Donc, on a modélisé tout ça, on a des résultats. Donc, j'ai fait une sélection d'indicateurs pour que ça soit à peu près lisible. Ce qu'il faut voir ici, c'est que le résultat va dépendre du scénario de référence. On a ici les résultats qu'on obtient à gauche en considérant qu'on a substitué un panneau en bois et à droite en estimant qu'on a substitué un panneau en fibre ciment.
Donc on voit, peut-être, il y a un 0 au milieu, donc tout ce qui est en dessous, c'est du crédit, tout ce qui est au-dessus, c'est de l'impact négatif. On voit quoi? On voit que le bénéfice global de la démarche est beaucoup plus important si on vient substituer du fibrociment que si on vient de substituer du bois. On voit même, dans le cas du bois, sur l'impact, le troisième qui est représenté, toxicité cancer, que finalement, les effets induits par ma boucle sont supérieurs, sont plutôt négatifs parce que j'ai enlevé j'ai perdu du crédit. Donc, dans les deux cas, ça a l'air globalement plutôt pas mal, mais pas aussi bien dans un cas que dans l'autre. Donc, il faut savoir à quel marché on va s'adresser en substitution. Et on voit qu'il y a quand même un indicateur pour lequel finalement, c'est pas tout rose. Alors, un écart comme ça sur la toxicité, c'est pas interprétable en vrai, mais ça, c'est une autre histoire. Un exemple sur un recyclage boucle longue, sur du recyclage chimique, et ici sur le recyclage du PLA. Donc ça a une valeur sentimentale pour moi. C'est la première étude ACV à laquelle j'ai participé, un peu plus de 10 ans maintenant. Les slides datent d'il y a moins longtemps. Donc c'est le procédé Loupla de recyclage chimique du PLA, donc qui est un procédé wallon de nos amis de Futero. Donc le principe ici, c'est vraiment, on parle d'un bioplastique, le PLA, qu'on fait à partir de betteraves, de cannes, de maïs, ce qu'on veut, et on peut faire un recyclage chimique avec un retour au monomère et régénérer du lactide pour refaire, de l'acide lactique puis du lactide pour refaire un nouveau PLA et avoir une boucle potentiellement infinie ici. Et donc, la production primaire, on n'a plus besoin d'avoir recours à elle, en théorie. Donc, quand nous, on est intervenu, il y avait déjà eu une étude ACV qui avait été faite pour comparer les plusieurs traitements fin de vie du PLA, dont Loupla. Nous, on l'a abordé d'une manière différente. On a cherché à comparer deux procédés pour obtenir l'acide lactique, soit production primaire, soit par Loupla. Donc, les résultats qu'on avait obtenus étaient plutôt bons et plutôt en faveur du procédé de recyclage, parce que sur tous les indicateurs ici, l'acide lactique produit à partir de déchets de PLA avait un impact nettement inférieur à l'acide lactique en production primaire. Alors, comme on l'a dit, dans l'économie circulaire, il n'y a pas que le recyclage, il y a d'autres aspects. J'ai pas le temps de trouver des exemples, surtout pour le format de présentation aujourd'hui, mais je vais quand même parler de l'utilisation des ressources renouvelables en substitution des plastiques pétrosourcés. Et donc là, c'est le bioéthyle vert, sachant que le bio ici est une des stratégies circulaires. Dans la représentation de l'ADEME, il y a l'approvisionnement durable et le biosourçage fait partie des stratégies possibles. Donc, quelques exemples de résultats extraits de la littérature sur des études ACV où on va comparer une solution bioplastique à une solution pétro. Premier exemple, un matériau composite sandwich avec l'intérieur qui, dans le cas du benchmark, est en polyuréthane et dans le cas de la solution biosourcée est en liège. Et là, on a exactement le type de résultat qu'on espère quand on se lance dans ce type de démarche, c'est-à-dire, c'est quasiment miraculeux, tous les indicateurs sont au vert. Pourtant, on a bien tenu compte de l'unité fonctionnelle et de la quantité de matière nécessaire, parce qu'on compare une masse plus importante du matériau à base de liège que du matériau à base de PU pour remplir la même fonction. Même malgré ça, on a un impact inférieur pour notre truc. Donc ça, c'est les résultats qu'on espère quand on fait du biosourçage en substitution. Deuxième exemple, un matériau pour emballage en mousse, donc compétition entre un amidon et un polystyrène. Et là, on a les résultats auxquels on peut s'attendre quand on est sur de la substitution biosourcée à un pétro. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme dans l'exemple qu'Angélique a montré avant, un bénéfice sur le climate change, donc là c'est GWP, mais d'autres indicateurs
et notamment l'eutrophisation, pour lesquels ça va aller dans le sens inverse. Et donc là, il va falloir trouver des critères de décision pour savoir lequel est meilleur. Et puis, troisième cas, évidemment, ici on est dans un exemple d'alternative bio sourcée au PET. Le cas qu'on peut redouter, même sur le changement climatique, l'alternative ici apparaît comme moins bonne que le produit pétro d'origine. Voilà. Donc en conclusion, les démarches circulaires ne sont pas nécessairement parfaitement vertes. L'analyse de cycle de vie est absolument nécessaire pour évaluer les bénéfices et bien focaliser les efforts d'optimisation là où ils sont les plus pertinents. Angélique a voulu bien lancer un teaser sur le fait que j'avais parlé d'éco-conception, mais ça se limite en fait à cette phrase. Mais le format ne permettait pas de trop développer tous les aspects. Et la dernière conclusion, je la laisse à un grand philosophe qui explique que c'est pas toujours si facile d'être vert. Voilà. Merci beaucoup, Olivier.